Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Camille Cotin. Camille Cotin, bonsoir. Alors, vous êtes l'héroïne de la série Connasse, dans le Before de Canal+, la série qui fait le buzz depuis la rentrée. Vous y jouez une fille qui dit tout, sans aucun filtre, et qui se fout totalement de ce que les autres pensent. C'est un peu Nadine Morano, non? Il y a un peu d'elle. Pascal Obispo. Pascal Obispo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre coup de poing intitulé « Arrêtez de m'appeler Pascal Obistro », dans lequel vous affirmez votre exaspération devant ce jeu de mots pourri. Exactement, oui. Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, bonsoir. Vous êtes maire du Puy-en-Velay, député de la Haute-Loire, vice-président de l'UMP. On dit que la seule chance de l'UMP pour s'en sortir, ça serait d'être racheté par le Qatar, c'est vrai? Ça porte chance au PSG. Hein. Et Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, bonsoir. Vous animez tous les jours de l'année sur TF1 les 12 coups de midi. Et devant ce carton d'audience, la chaîne vous a demandé de faire les 12 coups de minuit à Miami, les 12 coups de minuit à Las Vegas, etc., etc. Bravo, bravo. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Éric Schneider, qui nous racontera comment le même hôpital a réussi à guérir son cancer et celui de son fils. Voilà, nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Pascal Obispo, rebonsoir. Ouais. Alors, pas de bonnet, là. Non, je fais attention quand je viens ici. Ouais. Ah ouais? Ouais. Porter des moufles, non? Pour le piano, c'est emmerdant. Les mitaines. Ah, des mitaines. Les mitaines, oui. Ouais. Bah, New Wave. D'accord. Voilà. Alors, Pascal, à part l'argent, la célébrité, les filles, les caisses, la drogue, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chanteur? Le chanteur de Marquis de Sade. Philippe Pascal. Ouais, c'était le groupe à Rennes quand on allait au Transmusical et on était complètement fans de ces groupes-là. Et voilà. À Rennes, justement, vous avez quitté le sport pour la musique. Et vous déclarez, il y avait beaucoup plus de nanas dans les concerts Exactement. qu'autour des parquets de basket. Ouais. Alors, 30 ans de musique, 20 ans de carrière. Vous vous souvenez du premier morceau? Génial. Et il y en a eu d'autres après. Hein. Alors, ça date de 1992. Hein. Vous vous rendez compte, vous avez chanté 3 fois plus longtemps que les Beatles. Ouais, mais bon, pas dans le monde. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Mais c'est bien quand même. Hein. Non, mais pays francophone, c'est super, ouais. Super public, partout. Alors, 20 ans de carrière, on vous a tiré qu'une fois dessus la chevrotine. Non, plusieurs fois, 3 Ah fois. bon 3 fois. Ah ouais. Une dans le pied, aussi, ouais, c'était sur le genou et puis dans la tête, ouais. Il y en avait 3. Et vous, personnellement, quel chanteur aimeriez-vous abattre? Oh, je pense qu'il y en a qui ont renoncé depuis, hein. Ouais, Oui, ouais. voilà. Alors, tout va bien pour vous. Hein. Super. Chaque année, vous encaissez à peu près, avec la SACEM, le PIB de la Guinée, non? Je ne connais pas le PIB de la Guinée et je ne m'occupe pas d'argent puisque j'ai la chance de travailler avec ma mère et c'est ma mère qui s'occupe des sous. Et depuis le premier jour, depuis plus que tout au monde, je lui ai dit, écoute, voilà, je ne veux absolument pas savoir ce qui se passe. Moi, ce que je veux, c'est faire de la musique et être libre. Quelle est l'adresse de ta mère, c'est Elle est riche, sa mère. Hein. À la SACEM. Je vais vous dire plus fort, je crois qu'on a le même comptable, la même comptable. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Bref. Vous passez votre mère aussi, Ça Jean-Luc? Je vous présente mon frère. Ça pollue. Ça pollue un peu trop, ça pollue l'esprit créatif. Bien sûr. Bah, bien sûr, mais c'est sûr, hein, c'est vrai. Et puis surtout, il y a une salle de concert qui porte désormais votre nom, la salle Pascal Obispo. Jure. Alors, attention, hein, c'est pas sur Broadway, c'est à Lalande de Fronsac. Dans le Médoc, c'est chez moi. Alors c'est facile à trouver, hein, la salle Pascal Obispo, c'est juste à côté de la bibliothèque Jennifer. Tu peux pas faire un break de batterie? Pas mal, ouais. Vous savez qu'ils vont donner le nom d'une niche fiscale à Florent Pagny.
Alors, donc, cette année, vous avez sorti votre premier best-of après 20 ans de carrière, Millésime. Vous en avez vendu 200 000 exemplaires. Vous êtes l'un des derniers chanteurs français à pouvoir faire un best-of, hein, parce que j'ai acheté celui de Danny Briand, il a mis 12 fois Suzette, hein, quand même. Voilà, vous sortez votre nouvel album, Le Grand Amour. Le Grand Amour. Mais tu dis le grand amour, mais parce que tu crois pas, t'as l'air de... J'y crois, je le vis. Ouais, c'est ça, mais c'est vais me important marier. d'en parler encore. C'est un truc essentiel. On regarde à quoi ça ressemble. Tous les ave Maria arrive tôt ou tard. Cet Ave Maria sonnera mon départ. Voilà Pascal Obispo d'un Ave Maria, extrait de son nouvel album, Le Grand Amour. Clip réalisé par Pascal Obispo. Bravo. Merci beaucoup. Inspiration Mishima, La mort en été. Ouais. Voilà, mais ça se finit bien à la fin quand même. Alors vous avez déclaré, j'ai envie de faire des chansons populaires, c'est un choix artistique. Pour arriver à ce résultat, je ne calcule pas, il faut de la chance. Bah, on a tous un peu technique, nous les compositeurs, mais après, c'est la magie avec le public. Ça se passe ou ça se passe pas. On peut pas savoir si on va rester 20 ans à la télé ou 20 ans sur scène, on sait pas, quoi. Je pense que c'est un vrai travailleur, et plus on travaille, et plus on a de la chance, et plus on a la chance de travailler. Bravo. C'est un philosophe, Reichmann. Mais non, mais c'est ça. Hein. C'est bien, non? Il est venu chez moi au Puy-en-Velay Ah ouais. et ça a été le concert qui a eu le plus gros succès populaire. Ouais. Pendant 2 heures, il y a succession de mélodies, succession de tubes que le public chante non-stop. Et j'aime bien ce côté, j'assume de défendre la mélodie française. Bah Voilà, oui. je fais de la chanson pour les gens. C'est pas mal, non? Il fait des mélodies. Il en C'est faut. ce qu'il y a de plus dur, c'est d'écrire des mélodies. Hein, ça. Ouais, c'est dur. Et puis, tu sais, Gainsbourg disait art mineur, mais quand on passe dans les petites villes, et dans les villages, dans les petites salles, on a l'impression qu'on a une fonction un peu majeure, en fait, parce que Ouais. les gens sont vraiment heureux Bien sûr. de nous voir, de chanter, et ça, c'est super important. Donc, art mineur, mais fonction majeure, et j'assume ça vraiment. Alors Pascal, vous avez déclaré, je suis en train de me trouver. Vous trouvez comment, alors? Je me trouve mieux qu'il y a 20 ans, en tout cas. Ouais. J'assume plein de choses, et je suis, voilà. Les critiques de cet album ont été toutes positives, Ouais. et c'est vraiment, je sais, sans doute que, voilà, mes chansons sont peut-être meilleures qu'avant, je ne sais pas. Elles sont aussi bien qu'avant. Camille Cotin, rebonsoir. En fait, vous êtes surtout connue comme la connasse du Bifort, l'émission qui passe juste avant le Grand Journal sur Canal+. Vous y jouez une fille égoïste, sans gêne, méprisante. Pourquoi avoir appelé ça la connasse et pas la parisienne? Parce que elle est mondiale. Elle est mondialement connasse. Alors, l'idée de Héloïse Lang, qui est une réalisatrice, qui a envoyé un SMS à une autre réalisatrice, Noémie Saglio, en disant « Je ferais bien un truc sur les connasses. » Ouais, parce qu'en fait, elles sont scénaristes toutes les deux, et puis elles assistaient à des pôles d'auteurs pour monter des projets. Et puis ils disaient toujours, voilà, on voudrait faire un truc sur un stagiaire, on voudrait faire un truc sur un puceau. Ouais. Et donc elle s'est dit, moi je ferais bien un truc sur une connasse. Sur une connasse, Voilà, super c'est comme idée. ça que c'est parti. Alors, c'est un personnage sans filtre, mais vous avez vécu avec un personnage sans filtre, c'était votre mère. C'était maman, ouais. Elle était comme ça. Elle est toujours comme ça, elle dit Ah ouais. toujours tout ce qu'elle pense. Aux gens qu'elle connaît pas, comme aux gens qui sont Ouais. très proches. Elle peut me dire, oh, c'est fou comme tu peux être belle et comme tu peux être laide. Là, par exemple, tu es très laide. On regarde à quoi ça ressemble. Excusez-moi, comme je suis enceinte. Monsieur Merci Qu'est-ce beaucoup. qu'elle fait, la dame, là Quoi Qu'est-ce qu'elle fait Eh bah quoi? Non, mais elle est pas enceinte, elle passe Mais devant si, tout je suis le monde, Elle enceinte. est même pas vraiment enceinte. Mais je protège mon fœtus. Oui, bien sûr. J'aurais pas aimé être votre voisine pendant la guerre. Hein. Oh là là. Ouais, je garde son gosse, là. Bah, elle m'a supplié, alors. Entre 2 et 5 ans, je dirais. Ouais, arrête. Non, ça va, ça va. Enfin, j'ai un peu l'impression de me promener avec un nain bourré, mais ça va. J'arrive pas à croire. T'es pédé? C'est sûr. Parce que t'es tellement beau, c'est un gâchis. Tout n'est pas perdu, ça se soigne. Tu gagnes combien par mois? Enfin, à 10 000 euros près, quoi. À 10 000 euros près. Et dans ton slip, ça sent le parmesan? Il y a des maladies de type téléthon dans ta famille?
Hop là, bonjour monsieur. Non, c'est madame. Oui, d'accord. Par contre, j'ai un itinéraire préféré, donc dans 500 mètres, tournez à droite. C'est une place handicapée, là. Quoi? C'est une place handicapée, là. J'ai une mycose, monsieur. La connasse, c'est dans le before de Thomas Touroud avant le grand journal, tous les jours, sur Canal+. Alors, vous vous rendez compte, vous êtes devenu célèbre en jouant les connasses. Quelle formidable leçon de vie pour toutes les filles qui nous regardent, quand même. Alors, la série est basée sur le principe de la caméra cachée. Vous avez bien conscience que plus on va vous voir, plus ça va être difficile. Hein. Ouais, on va étendre un petit peu le terrain de jeu en Bah ouais. saison 2, justement. Bah ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes une fille bien qui joue à la connasse dans une série ou une connasse qui joue à la fille bien dans la vie? Bah, c'est la question que je me pose maintenant, finalement. Je croyais que j'étais une fille bien qui faisait la connasse à la télé. En fait, je me demande si je suis pas une connasse qui fait semblant d'être une fille bien. Vous êtes peut-être tout simplement une connasse que tout le monde aime bien. Peut-être. Et maintenant, nous allons tous apprendre à devenir des connasses. On fait une interview Connasse School. Camille, qu'est-ce qu'une connasse dit à une vendeuse? Ah, vous voulez pas essayer pour moi, j'ai la flemme. Non mais, enfin, même si vous faites 2 tailles de plus, je pense que j'arriverai à me rendre compte. Qu'est-ce qu'une connasse dit à un tout petit enfant? Eh ben, rends-toi utile, toi, fais-moi un mojito. Royal, avec du champagne. Qu'est-ce qu'une connasse dit à ses copines? Je te dis ça parce que je t'aime bien, mais je pense que ce pantalon te fait un gros cul. Qu'est-ce qu'une connasse dit à une vieille? Il faut en profiter, c'est le moment, là. Qu'est-ce qu'une connasse dit au lit? T'es dedans, là? Ah, c'est cool. Ah, ça a changé, les femmes. Qu'est-ce qu'une connasse dit au téléphone? Allô, ouais, je peux pas te parler. Qu'est-ce qu'une connasse dit à une autre connasse? Elle dit rien, elle fait... Qu'est-ce qu'une connasse dit chez Ardisson? Il arrive à quelle heure, Gaspard Proust? Jean-Luc Reichmann, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes l'animateur 365 jours par an du célèbre jeu de TF1, Les 12 coups de midi. Vous êtes l'animateur préféré des Français. Vous êtes Léo Mattei, le héros de la nouvelle série de TF1. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Ça fait quoi d'être un peu le Michael Gorbatchev de la télé française? Alors c'est très intéressant parce que vous-même qui avez une tâche ici et qui Là, vous la, et qui je la l'a cache. masquée. Et Wauquiez, il la cache Monsieur aussi. Wauquiez Moi, qui elle est a une derrière, tâche moi. ici. Alors là, c'est très intéressant ce que vous dites. Personnellement, Thierry, je l'assume totalement. Les différences étant dans les ressemblances. Ouais. Comme c'est pas la première fois qu'on lui pose la question, à mon avis, il a la réponse. Non, mais non, j'ai pas du tout la réponse. Moi, j'ai la cicatrice, toi, Et tu vois, je la voilà. cache pas. Ah, regarde, bah, regarde ouais. bien. Donc, et en même temps, voilà, j'assume. Allez, totalement. montre-la, toi, Ah, mais elle est tâche. sous le maquillage, la mienne. Attends, on va creuser. Alors, à vos débuts, vous cachiez cette tâche avec du maquillage et un jour, vous êtes dit, finalement, faut que tout le monde le voie. Oui, et puis j'ai totalement assumé. C'était 6 mois, 1 an après mes débuts, et en disant je me sens pas bien. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Soit vous me prenez tel que je suis, soit j'arrêterai. Et à un moment donné. Et ils vous ont pris. Et ça a non, marché. ils m'ont gardé en fait. Il a raison. Ils m'ont gardé. Je sais pas pourquoi. C'était une question de chiffres et d'audience. J'ai pas compris. Moi, je me souviens, je vous ai connu à vos débuts, vous étiez chauffeur de salle sur Flashback, animé par Laurent Boyer. Ouais. Et c'était vous qui produisiez déjà. Voilà, déjà. C'est vrai. Il a fait du chemin, hein. Alors, sur TF1, vous animez les 12 coups de midi, 4 millions de gens tous les jours. C'est là qu'on est content de l'augmentation du chômage ces dernières années, quand même. Oh ça. Alors ça, c'est. Alors ça. Alors, résultat, vous êtes aujourd'hui l'animateur
préférée des Français, mesdames et messieurs. Bravo. Il faut relativiser quand même, hein, tous les gens qui ont voté pour vous sont des gens qui ont élu François Hollande en même temps. Alors, vous avez déclaré « Occuper cette place est un signal fort. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut surprendre les gens pour ne jamais lasser. » C'est Miss France qui écrit vos textes? On verra la nouvelle ce soir. D'accord. Vous m'expliquez comment on fait pour devenir l'animateur préféré des Français? Parce que moi, je suis même pas dans la liste. Moi, je suis 800e derrière Goebbels. Je suis même pas dans la liste. Non, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon leitmotiv, vous qui me connaissez un peu, ça a toujours été apprendre en s'amusant. Donc on apprend des choses le midi, on se remémore un petit peu pas mal de choses, et qui plus est, on s'amuse. Je crois que le positif envoie du positif, tout simplement. Il faudrait que je sois positif, alors. Oui, absolument. Bah, surtout vous. Hardisson, dur. pas positif. Et puis, à partir de jeudi prochain, toujours sur TF1, vous êtes le héros de la nouvelle série policière Léo Mattei, Brigade des mineurs. C'est vrai que ça manquait une série policière sur TF1. Je fais un petit aparté pour vous dire que c'est une cause qui m'est très chère, hein, puisqu'on parle des enfants. Ouais. En revanche, Vous en avez un paquet, vous. oui, ça va. Je suis tout équipé de ce côté-là. Je trouve qu'à un moment donné, ce qui n'existe pas dans le genre, c'est la prévention pour les enfants. C'est-à-dire que le flic nous permet de faire passer des messages et des signaux qui sont forts. C'est pour ça qu'on a fait cette série. C'est une création. Avec votre compagne, en plus. Exactement. C'est une affaire de famille. En fait. Exactement. Alors, c'est un rôle qui vous va bien. Vous avez déclaré dans Voici « J'adore les enfants, je supporte pas qu'on leur fasse du mal ». Enfin, c'est un peu la vie générale, à part Marc Dutroux, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Non? Avec cette réflexion, on est un peu au bord du trou, Thierry. Ah. Et maintenant, mesdames, messieurs, la question de la housse. Ah, la question de la housse. Alors, Léo Mattei, c'est le vrai Jean-Luc Reichmann? Laurent Delamèche. Non, mais ça me ressemble, oui, puisqu'on l'a écrit pour Ouais. moi. Les auteurs ont écrit. Ouais. On s'est associé avec les excellents producteurs LGM. C'est du cinéma. Voilà, c'est vraiment pour être proche des enfants. Et une fois de plus, le premier épisode est sur une baby-sitter qui laisse le môme et qui se casse avec son copain pendant 1 heure. On retrouve le môme qui est empoisonné. Ça peut arriver à n'importe quel parent. Ah oui, c'est concernant. On regarde à quoi ça ressemble. Je m'appelle Léo Mattei. Je suis le commandant de la brigade de la protection de l'enfance. Votre fils a été empoisonné. Quoi? Et quoi? Pourquoi ils m'ont fait ça? Ce gamin a un truc dans le regard, il doit nous cacher des choses. Et la meilleure façon de trouver, C'est de chercher. on n'a rien, aucune preuve, que des suppositions. Et tu crois que ça va arrêter Mattei? Mon boulot, c'est de vous aider et de vous protéger. Je suis pas là pour te punir, tu sais. Je suis juste là pour essayer de savoir ce qui s'est passé. On te laissera pas tomber dans ton. Je serai là quoi qu'il arrive. Voilà, Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei, Brigade des mineurs. C'est jeudi prochain sur TF1. Bravo. Bravo, Jean-Luc. Le problème, c'est que d'après Christophe Carrière, qui travaille N'en touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, vous seriez un faux gentil. Regardez. Je pense que Drucker, il prend de la coke toute la journée, il frappe ses chiens. Non mais vous n'êtes pas comme ça quand même. Michel, si vous nous écoutez. Il a l'habitude. Non, mais je sais pas ce que c'est qu'un faux gentil, qu'un vrai gentil, de toute manière. Je crois que le public, au bout d'un moment, voilà, il perce la vérité, je pense. On peut pas durer aussi longtemps comme ça. Laurent Wauquiez, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que j'avais une question importante à vous poser. Regardez. C'est quoi cette position? J'ai jamais vu ça. Vous avez déjà visité des usines de tourneurs de bois? Voilà, Non. ça ressemble à ça. Ah. Ça raidit la cravate quand même. Hein. Je suis d'ailleurs le seul à continuer à en porter. Hein. Oui. Alors, vous avez été ministre de la Recherche. Est-ce que vous avez trouvé? Je cherche encore. Mais si vous voulez m'aider, ça m'intéresse. Des Affaires européennes, de l'emploi, porte-parole du gouvernement. 4 postes en 5 ans. C'est très suspect. Vous savez qu'avec un CV comme ça, personne ne vous engage. Hein. Il y a deux options. Hein. Soit je suis génial, mais tout le monde s'en est pas encore aperçu. Soit il y a un petit problème sur les nominations au gouvernement. Oui, ça, c'est ça. Et ça, c'est pas À expliqué. mon avis, c'est ça.
Donc aujourd'hui, vous êtes vice-président de l'UMP, député de la Haute-Loire et maire du Puy-en-Velay, mesdames, messieurs. Chamalière. Eh oui. Alors, tu sais ce que c'est, ça? C'est We Are the World, repris par Patrick Sébastien. C'est énorme, quoi. J'apprécie l'hommage. Alors, Laurent, en 2010, vous avez fondé la droite sociale. Alors, la droite sociale, c'est un peu un oxymore comme la force tranquille, quoi. Vous imaginez les verts pollueurs ou les communistes capitalistes, quoi. Eh ben, j'assume. Je pense qu'en France, on fait plus de social. Ouais. On verse des chèques, on achète le silence des gens, Ouais. on les aide pas à repartir. Et moi, ce pourquoi je plaide, c'est pas de l'assistanat, c'est l'insertion par le travail, c'est l'équilibre entre les droits et les devoirs. Mais je pense que la droite peut aussi faire du social intelligent. Le cancer de l'assistanat, c'est vous, ça? C'est social, ça? J'ai dit que l'expression, je la regrettais parce qu'elle n'était pas bonne, mais que le fond, je le maintiens. Les racines chrétiennes de la France, c'est social, ça? Ouais, ça n'a rien à voir, c'est juste une évidence. Enfin voilà, c'est notre histoire. Et c'est un pays laïque. Ça veut dire pas de communautarisme. Le communautarisme triomphant, c'est social, ça? Oui, le communautarisme triomphant, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait plus personne se respecte, plus personne se supporte. C'est dans les piscines, on demande des horaires différenciés. Voilà, moi je suis contre ça. Je pense que la République, elle s'est construite sur la laïcité, c'est ce qu'il faut défendre. Jean-Luc? Je sais que Bernard Laporte, qui est un ami personnel, je lui ai dit, il y a M. Wauquiez qui est là, il m'a fait « c'est un beau mec Ouais. ». C'est tout ce que je vois. Et ouais, Alors, l'abrogation de la loi sur le mariage gay et lesbien, c'est social, ça? Je suis attaché à l'idée de ce qu'est une certaine conception de la famille, de la filiation. Je me suis battu contre cette loi. Je trouve assez faux cul d'aller ensuite expliquer, bon, bah voilà, on ne reviendra pas contre. C'est mes convictions. Mais quand vous draguez Frédéric Mitterrand au Conseil des ministres, alors c'est quoi? Vous qui connaissez Thierry Frédéric Mitterrand, Très bien. vous savez très bien que si jamais on doit faire la liste de tous ces fantasmes, il va falloir écrire au moins 2 à 3 bouquins supplémentaires. Tu connais l'histoire? En plein Conseil des ministres, il y a Frédéric Mitterrand qui lui envoie pourquoi tu me regardes avec cet air langoureux? Pourquoi tu me regardes comme ça avec cet air langoureux? Et alors, qu'est-ce que vous répondez, alors? Qu'est-ce que vous répondez? Parlez, monsieur Wauquiez, qu'est-ce que vous Je répondez? refuse de répondre à ces questions, monsieur Reichmann. C'est le secret du Conseil des ministres. Alors, vous dites que vous voulez en finir avec la droite de papa, mais c'est pas pour instaurer la droite de papy, non? Personne ne croit plus les politiques. Ouais. Il y a le problème de la corruption, qui touche une minorité de politiques, mais avec quand même des scandales à répétition. Donc il y a quand même des grands coups de nettoyage à faire. 2, il y a le fait qu'on tient des beaux discours et que les actes ensuite ne suivent pas. Et puis je pense on brasse toujours les mêmes idées depuis une éternité. J'essaye de renouveler tout ça. Ça veut dire d'abord plus d'intégrité. J'ai refusé par exemple de toucher la prime d'ancien ministre. Quelqu'un qui paume son emploi, le gouvernement ne lui verse pas une prime d'ancien. Un ministre, il reçoit une prime d'ancien ministre. Monsieur Cahuzac touche cette prime d'ancien ministre. Oh là là! Eh ben oui, tout en ayant un compte pas géré par sa mère, mais en Suisse ou en Belgique. C'est pas toi! Ah non, moi je suis clean total. Écoutez, Laurent, on va faire une interview psy, je pense. Oh là! Laurent Wauquiez, êtes-vous parano? Parano, comme tout présentateur de télé, oui. Schizo? Schizo, non. Même conviction, mêmes idées. Rulio? J'ai beaucoup d'admiration pour le fils. Hein. Hétéro? Hétéro, oui, définitivement. Nympho? Nympho, ça m'arrive. Maso? Non. Sado-maso? Ni l'un ni l'autre. Exhibo? Exhibo, pas sur votre plateau. Non. Morano? Morano, j'aime bien, Nadine. Populo? Populo, au sens de Pascal Obispo, oui, j'aime bien. Voilà. Est-ce que vous êtes démago? Démago, non. Disco? Disco, Daft Punk, oui. Adamo? Adamo, non. Gigolo? Gigolo, non. Gros Lolo? Elle est bien. Je fais de la Oui, muscu, vous aimez ouais, bien sûr.
Vous êtes gigot d'agneau, vous? Gigot d'agneau? Non, moi, c'est plutôt le fin gras du volet. Vous êtes Rocco? Sifredo, c'est ça votre question? Sifredo, oui. Vous êtes porno, sérieux? Non, mais voilà, c'est pas le sexe. Vous regardez bien YouPorn quand même, non? Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, ben voilà. Il est honnête. Il est pas du tout. Il est honnête, comme toi, il regarde YouPorn, voilà. Mais ouais. Vous êtes pétardo? Pétardo, non. Vous êtes Coco, non? Coco, non. Non. Héros non plus. Non, mais il faut demander à Michel Drucker, si j'ai bien compris. Ah ben il frappe ses chiens, Michel Drucker. On passe maintenant à l'actu de la Terre, avec l'édito de Blacko. Et c'est Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto ce soir. Faut-il augmenter la TVA en janvier? Faut-il augmenter la TVA? Je taxe soir et matin, je taxe sur mon chemin. De toute façon, dès qu'on augmente les impôts, ça fait des mécontents. Quand on taxe les plus riches, ils menacent de quitter la France. Quand on taxe les entreprises, les patrons se plaignent d'être des pigeons. Et quand on taxe la pollution, ce sont les routiers qui veulent bloquer le pays. Avec la hausse de la TVA prévue le 1er janvier, cette fois ce sont les ambulanciers, les horticulteurs ou encore les poneys qui crient à l'injustice. Mais la TVA est-elle vraiment si injuste que ça? Pour Mélenchon et ses alliés, ça ne fait pas de doute, puisque cette taxe s'applique de la même manière à tous les Français. Le litre de rouge du Prolo sera taxé à 20%, exactement comme la caisse de champagne du millionnaire. D'ailleurs, avant d'être élu président, Hollande trouvait lui aussi que ce serait vraiment injuste d'augmenter la TVA. Augmenter la TVA d'1,6 point ne changera rien à l'état de notre économie et sera une mesure injuste de plus, parce que ça frappera l'ensemble des ménages. Mais maintenant qu'il est à l'Élysée, Hollande a décidé de faire comme Sarkozy. Même si c'est injuste d'augmenter la TVA, c'est tout de même bien pratique. D'une part, ça rapporte énormément, puisqu'il suffit d'augmenter la TVA de 1% pour encaisser près de 6 milliards de recettes fiscales. D'autre part, c'est relativement indolore, puisqu'en augmentant de 1% le prix de tout ce qu'on achète, on n'a pas vraiment l'impression d'une grosse augmentation d'impôts. Alors, après tout, est-ce que c'est vraiment si injuste que ça d'augmenter la TVA? Mélenchon prétend que cette taxe rappelle l'Ancien Régime. Non à cet impôt d'Ancien Régime! Quand on taxait les pauvres paysans pour financer le train de vie de la noblesse. En réalité, ça se discute, car aujourd'hui, la France est championne du monde des dépenses sociales. Notre pays consacre un tiers de son PIB pour aider les chômeurs, les retraités, les malades ou les pauvres. Et qui est-ce qui paye? Eh bien, à eux seuls, les 10% de Français les plus riches payent 80% de l'impôt sur le revenu. En France, on déteste les riches. Il ne faut pas lâcher prise! En attendant, heureusement qu'ils sont là pour remplir les caisses de l'État-providence. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image par Julien Grapp. Bravo Julien, bravo. Alexis Corbière, bonsoir. Vous êtes conseiller de Paris, secrétaire national du Parti de gauche. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, faut-il augmenter la TVA en janvier? Alexis Corbière, dimanche dernier, le Front de gauche manifestait contre l'augmentation de la TVA. Le problème, c'est que tout le monde paye, les riches et les pauvres. Et pour vous, c'est injuste. Parce que vous dites que pour une famille de 4 personnes, finalement, c'est 428 € par an en plus. Voilà. Alors, ce qu'il y a de scandaleux, c'est que des études démontrent que les 10% des familles les plus pauvres, pour elles, à la fin de l'année, ce qu'elles ont versé à la TVA, ça représente 8 à 9%. Mais pour les 10% des gens les plus riches, ça représente que 3%. Et on voit bien que cette augmentation, elle va frapper particulièrement les milieux populaires. Est-ce que vous savez, par exemple, que tout va augmenter? Le prix des vêtements, par exemple, le prix du camping, qui est vraiment quelque chose de populaire, les médicaments non remboursés, etc. Et donc, c'est directement les milieux populaires qui vont financer. Pourquoi? Pour rembourser en quelque sorte le cadeau qui a été fait, selon nous, aux entreprises de manière indistincte. Le CICE. Le CICE, 20 milliards. Et ça va bénéficier d'entreprises qui ne sont même pas soumises à la concurrence internationale. Ouais. Par exemple, la grande distribution, quand vous allez chez Carrefour, franchement, c'est pas soumis à la concurrence internationale. Si vous trouvez des prix trop importants, vous n'allez pas aller à l'étranger. Bon, c'est injuste. Et après, il y a un problème démocratique, c'est que, bon sang, il y a un argument qui avait été dit fort par Hollande.
c'était celui qui refuserait la hausse de la TVA. Je vous ai amené un tract qui date de l'élection présidentielle. C'est ce que disait le Parti socialiste. Non c'est pas- à la TVA Non Sarkozy. à la TVA Sarkozy. Et en dessous, il y a marqué François Hollande annulera la hausse de la TVA. Eh ben voilà. C'est là-dessus que la campagne a été menée. Et aujourd'hui, il fait l'inverse. Donc là, il y a un problème de fond. C'est que notamment les commerçants, les artisans vont vont subir les dégâts de cette augmentation. Parce que si la consommation populaire se réduit, eh ben, notamment, ils en sont les premières victimes. Bah, dis donc, Wauquiez, vous n'avez pas besoin de vous battre contre Hollande, il le fait. Bah, lui, il voulait la mettre à 21. Hein. Il n'y a qu'à laisser faire. Non, Ceci étant, c'est vrai que vous, enfin Sarkozy, vous l'avez voté, c'était pas 20%, c'était 21%, vous. Hein. Non, mais la TVA, il y a une utilité qu'on n'a pas du tout évoquée. C'est que ça permet quand même de faire payer les produits chinois. Faire payer les produits chinois, c'est quoi? C'est taxer les importations. Bien sûr. Moi, j'assume le fait de dire qu'il faut une préférence européenne et qu'il faut du protectionnisme. Aujourd'hui, quand je regarde ce que fait la Chine, elle s'arrange pour fermer son marché intérieur. Ouais. Nous, on continue à offrir le marché intérieur européen aux produits étrangers sans mettre la moindre préférence européenne. Ouais. C'est de la folie. Oui, l'inconvénient de la TVA, c'est que c'est aussi sur les produits français. C'est pour ça, Ouais. c'est pour ça que ça, c'est le problème qu'elle pose et qu'il faut compenser en aidant nos entreprises pour qu'elles puissent baisser leurs prix. Voilà. Alors, vous proposez d'augmenter l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire de créer 14 tranches au lieu de 5. Alors, je comprends que quand vous dites 14 tranches, on se dit, oh là là, on va payer encore plus. Parce que déjà, on paye beaucoup, hein, Alexis. Hein, je Oui, veux dire. mais l'impôt sur le revenu, il n'est pas juste. Nous, on est pour passer à 14 tranches d'impôts plus progressifs. Moi, je suis même pour un impôt universel, que tout le monde paye l'impôt, même symboliquement. Même un euro, oui. Ouais, pourquoi ça pas. montrerait aux gens Voilà. ce que c'est de payer Mais un à impôt. l'inverse, je pense que parmi les Français les plus riches, et il y a des gens riches dans ce pays, franchement, je ne leur fais pas injure quand je dis ça, et que les choses soient claires pour nous, ça signifierait en plus que pour 80% des Français, ils paieraient moins d'impôts. Mais c'est clair, on l'a déjà dit à l'attention des plus riches, là, les amis, on va passer le rabot. On l'a dit pendant la campagne présidentielle, au-dessus de 30 000 euros par mois, eh ben nous, on prendrait tout. Sauf que le résultat, c'est qu'on nous dit on va faire payer les riches et tout le reste, dormez tranquille. Le résultat à l'arrivée, c'est que c'est les classes moyennes qui payent l'addition tout le temps. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'en France, ça fait 30 ans que les augmentations d'impôts, les plus riches, ils sont partis. Ceux qui restent, c'est les classes moyennes et ce sont elles qui payent l'addition. Oui, mais Laurent Et Wauquiez, donc, pardon, il y a 30 000 euros, c'est pas les classes moyennes, on est d'accord. Si juste, oui, sauf que c'est pas comme ça que ça finira. Ah bon. C'est-à-dire que vous commencez à 30 000 euros, vos 14 tranches, elles ne seront pas uniquement sur les plus de 30 000 euros. Et vous allez aller commencer à taper sur les gens qui ont 1 500 euros par mois, 1 300 euros. Je viens de vous dire l'inverse. Ce qui vient de commencer d'ailleurs. À combien vous commencez à frapper? Non, mais je à combien les premières augmentations que les gens non, mais, sachent. non, mais c'est pas à combien on va commencer à frapper, mais Bah, c'est que si. clairement aujourd'hui, il y a une progressivité de l'impôt qui est à faire. c'est des questions sérieuses. C'est-à-dire, vous proposez de passer à 14 tranches. Bah, pour moi, vous avez envie d'augmenter Oui. à partir de combien dans vos propositions? Mais à partir de 11 ou 12e tranche, on ne peut pas en discuter comme ça, mais à partir de 11 ou 12e tranche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est précisément parce que Mais quand quoi, on parle d'augmentation d'impôts, c'est jamais clair, que moi je me méfie, parce qu'à l'arrivée, je sais qui paye l'addition. Revenons à des principes, parce qu'après, je ne veux pas que tout le monde se sente directement visé, mais quand même comprenne ce que je fais. Parce qu'il y a des règles à fixer. Quand, par exemple, nous, on dit pas d'écart de salaire de 1 à 20, c'est ça l'idée des 30 000 euros. D'où ça sort? C'est que si le salaire minimum il est autour de 1 200, 1 500 euros, multiplié par 20, on monte à 30 000. Vous êtes contre cette idée que vu qu'il y a un salaire minimum, il faudrait qu'il y ait un salaire maximum? Moi juste, mais c'est peut-être mon côté auvergnat, ce que j'aimerais bien aussi en France, c'est que de temps en temps, on pense à faire des économies. Si par exemple, on essayait de rapprocher une commune sur deux pour en avoir un peu moins. Je vais en proposer une Est-ce que- économie, monsieur. est-ce- Ok, répondez à celle-là. On parlait du CICE, là, ce crédit d'impôt, qui touche les entreprises. Cette semaine, quelque chose a choqué, c'est la situation de monsieur Varin, le patron de PSA. Lui, il avait cette retraite chapeau de 20 millions, 21. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il n'était pas le seul dans la direction de PSA. Ouais, il y avait- Le directeur stratégique, le directeur du commerce, le directeur de la vente. Il y avait 70 millions. Voilà. Alors pourquoi prévus. je dis ce chiffre? Retenez-le bien. 70 millions. C'est ce que l'État a donné à Peugeot. Voilà. On est d'accord que 70 millions d'euros proposés à PSA, ça sert à rien. On reprend. D'accord? On annule CICE. Ça sert à rien. On est d'accord là-dessus? non, je suis pas d'accord là-dessus. Ah, là, je vous tiens parce que je vous connais. Vous, quand vous parlez des assistés, monsieur Wauquiez, vous êtes toujours sur les gens qui gagnent 1000 ou 1300 euros. J'ai aucun Mais problème. monsieur Varin, vous en parlez jamais. J'ai fait partie de ceux et des seuls dans ma famille politique à dire qu'il fallait supprimer les retraites chapeau. Donc ça ne me dérange pas du tout ce thème. Sauf que ça, c'est 80 millions d'euros. Les augmentations d'impôts sur les familles modestes, c'est 13 milliards d'euros cette année. Et là, Mais vos je suis 80 contre. millions d'euros, vous ne les trouverez pas comme ça. Donc ce qui me gêne, c'est que ce que vous dites, vous faites croire qu'en taxant ceci ou cela par miracle, on va trouver l'argent. Ah non, c'est pas par miracle. Malheureusement, en France, c'est toujours les mêmes auxquels on Non, demande. monsieur Wauquiez, Donc- j'ai une solution. Il y a 60 à 80 milliards d'euros chaque année de gens qui fuient l'impôt, qui sont à l'étranger ou qui font de l'évasion fiscale. Si on faisait comme les États-Unis, là-bas, il y a une loi fiscale qui fait que quand un contribuable américain
vit à l'étranger. Les services fiscaux Quand il américains... revient en Amérique... Ouais, même ils vont le voir là-bas, ils disent combien vous payez dans votre pays dans lequel vous êtes. Et si vous payez moins que ce que vous devriez payer aux États-Unis, payez la eh bien différence. on fait payer la différence. Ça rapporterait, selon vous, vous savez, c'est un rapport parlementaire, entre 60 et 80 millions d'euros. C'est intéressant, ça. Je vais vous dire, moi j'ai On le même fait une autre proposition. Est-ce que ça vous intéresse ou non? Allez-y. Oui. C'est qu'en France, on a beaucoup d'hypocrisie. On accepte que les gens aillent vivre à l'extérieur et il faut remercier des gens comme Pascal Obispo qui, eux, font le choix de rester en France. Il faut le dire quand même. Tout le monde t'adore. Sauf que ce qu'on leur dit en Bah, on contrepartie... est restés en France tous les deux, on s'appelle aussi. TV1, TV Artiste. Vous voyez, Bon, donnez votre piste alors. Sur l'exil fiscal, là où on est complètement hypocrite, on accepte que les gens payent leurs impôts en Suisse et qu'ils continuent à vivre la moitié de l'année en France. Ouais. Ce qui serait beaucoup plus radical, c'est de faire sur le modèle américain. Si vous passez plus de 3 mois sur le territoire français, vous payez vos impôts en France. Ça peut être une piste sur laquelle on peut peut-être se Très bien. retrouver. Alors, Jean-Luc Reichmann, vous en pensez quoi? Non, c'était assez rigolo parce que vous parlez donc des tennisman, par exemple, qui sont tous en Suisse, et j'avais le sentiment d'être entre Federer et Nadal pendant toute l'année. Je trouvais ça très intéressant. Voilà ce que j'en pense. Il y a un truc aussi, Alexis, c'est-à-dire 10% des Français payent 80% de l'impôt sur le revenu pour le moment. La France consacre un tiers de son PIB aux chômeurs, aux Bah, c'est retraités, génial. aux Vive la malades, France. aux pauvres. Bon. Les gens qui gagnent plus d'1 million d'euros par an, ils sont taxés à 75%. Donc, est-ce que vous n'allez pas tuer le cheval qui tire la charrette? Mais non, Là, je prends un exemple exprès, Puy-en-Velay. Oui, mais déjà, vive la France. Je veux dire, moi, je suis fier d'habiter dans un pays dans lequel il y a de la solidarité. Moi, l'assistanat, je supporte pas ce mot. J'appelle ça la Il y a solidarité. des gens qui préfèrent être au RSA plutôt qu'aller bosser, parce que la différence, elle n'est pas énorme. Oui, Vous mais le savez. très Vous bien. le savez, ça, quand même. Est-ce qu'en même temps, c'est normal aujourd'hui que prospèrent nombre de cabinets d'avocats qui font de l'optimisation fiscale et qui, notamment, nombre de gens qui sont assez fortunés ont la possibilité, notamment parce qu'ils ont les moyens de payer des gens qui vont leur permettre de contourner l'impôt. Ça me choque dans un pays. Il faut arrêter la démagogie. La France n'a jamais été aussi riche. Mais les injustices n'ont jamais été aussi fortes. C'est ça le fond du problème. Camille, vous en pensez quoi de tout ça? Moi, c'est un de mes premiers plateaux télé, donc débat sur la hausse de la TVA. Moi, je pense que vous avez dit, on va bien lui fermer sa gueule à la connasse. Bravo. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Éric Schneider. Bonsoir. En 1999, vous êtes frappé par un cancer du poumon. Vous vous en sortez in extremis grâce aux équipes de l'Institut Gustave Roussy. 12 ans plus tard, c'est votre fils, Théo, 3 ans, qui est victime d'une tumeur au cerveau. À nouveau, les équipes médicales de Gustave Roussy parviennent à vaincre la maladie. Aujourd'hui, pour remercier l'hôpital et ses équipes, vous avez décidé de relier Marseille à Paris en courant. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Dimanche. Dimanche, j'ai chopé la grippe, donc je peux dire que toute ma vie, j'ai jamais autant fait la bise aux gens. Ah ouais, je suis un peu déçu. D'habitude, j'ai un herpès en même temps et ça m'a bloqué. Bon, on est généreux, on l'est pas. Enfin bon, quoi de neuf? Plein de trucs extraordinaires cette semaine. L'éducation nationale. Alors, selon le classement de la PISA, en termes de scolarité, on est nul. Ouais. On est vraiment... Bon, si la France recule, c'est par humilité. On ne veut pas humilier par notre niveau scolaire les pays dont on va finir par rejoindre le niveau de vie. Le problème, en fait, c'est le niveau des profs. Ouais. On a trouvé un prof qui a eu une moyenne de 4 sur 20 à ses examens de prof. Pour peu que le mec ait eu 18 en travaux manuels et 16 en flûte à bec, t'as une petite idée de ses notes en maths, quoi. Tu lui dis... le principe de l'école, c'est que c'est le prof qui apprend aux gosses, pas l'inverse. Alors avec une moyenne pareille, tu m'étonnes que les profs refont plusieurs fois la même année. C'est pas par choix, c'est juste pour finir par comprendre ce qu'ils enseignent. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il paraît qu'on a un système très performant pour les élites. Alors c'est un système qui est adapté aux gens très... Voilà. C'est vrai que quand on voit les élites françaises, qu'est-ce qu'elles lui mettent à la mondialisation? Ah ouais. Tu vois? Si Mercedes, Apple, Google n'investissent pas en France, c'est juste par complexe d'infériorité. Théâtre subventionné. Après Olivier Pi, Patrice Chéreau, la France découvre le génie scénique de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Impressionnant de maturité. Tu lui donnes un trottoir, 4 figurants, il te fait baignure. Vie nocturne. Après David, Cathy Guetta et Régine, le PS s'est mis à organiser des soirées à thème
génial. C'est le concept, c'est la soirée lieu commun. Tu vois, tu trouves une évidence, tout le monde doit être pour, et boum, DJ. Et là, c'était la soirée contre la haine. Alors, il prévoit aussi une soirée 1 + 1 = 2. La night de la pluie qui mouille, ça va être... Alors, c'est vraiment les seules soirées où j'arrive à me trouver génial parce que tu déblatères une banalité, les gens disent « Oh putain !» Alors, j'ai abordé une fille, je lui ai dit « Franchement, la 1 2 minutes, c'est nauséabond. » Elle m'a dit « Ouais, ouais. » Et Marine Le Pen, tu trouves pas que c'est une facho? Putain. C'est des trucs, je commence à te dire... Et là, tu sais, cochonne... Enfin, je te regarde dans les yeux et je viens de me faire traverser par un sentiment étrange, mais tu trouves pas que la paix, ça fait moins de morts que la guerre? Et attends, tu m'inspires un truc. Au fond, j'ai l'impression que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors la fille scotchée m'a dit, toi, t'as dû faire normal sup, quoi. J'ai dit, écoute, on s'en fout des études, ce qui compte, c'est le cœur. Là, elle m'a dit, on va chez toi ou chez moi. Je dis, non, c'est gentil, mais je me remettrai à faire l'amour que lorsqu'on aura éradiqué la faim dans le monde. En revanche, une pipe aux toilettes... Foot. Cette polémique, le PSG a commencé son match contre Lyon sans un seul joueur français. Ouais. Excusez-les d'avoir envie de gagner. Sondage. Alors, on sent que c'est l'hiver. On parle déjà de la bouffe qui colle à l'estomac. S'il fait froid, les frimas. Le rein de Chirac, la prostate de Hollande. Oh oui, moi, je suis inquiet. Hollande, où il en est, essayer de faire du buzz avec un abat, il aurait pu trouver un morceau noble, quoi. Tu vois. J'ai mal aux abdos. C'est une opération de prostate qui a soulevé beaucoup de questions. C'est un phénomène. Il paraît que c'est la première prostate qui arrive à fonctionner sans testicules. Alors, on l'a retrouvé dans une crèche, dans une position... Bon, après le président des bisous, le président des nounous. Cette photo, vraiment, elle a fait mal, mais elle s'adresse aux Français. Elle dit, voyez, moi aussi, j'ai les mains dans la merde. Mais je comprends pourquoi il a un peu, du coup... c'est pas le surpoids, c'est les oreillons, parce qu'à force de faire des crèches, International, Afghanistan, après 12 ans de guerre, ça progresse. Ils vont rétablir la lapidation pour adultère. Ah, c'est normal, c'est normal. Dans un pays où il n'y a rien, c'est quand même super indécent d'avoir une vie sexuelle pimentée. Alors, dans la foulée, ils ont aussi sorti un rapport qui estime que les cultures de substitution à l'opium ont échoué. Non, mais c'est vrai que c'est super courant, le dealer qui vient te voir en boîte et qui dit « Écoute, j'ai pas de coke, en revanche, des salsifis et des rats du Touquet. Elles viennent d'un producteur. Et demain, je reçois des pêches du Roussillon, ça va vraiment faire des dégâts. Hein. » Ukraine. Les manifestants veulent que l'Ukraine intègre l'Europe. Ça leur suffit pas de perdre à l'UEFA, à l'Eurovision. Ils veulent en plus se faire humilier à la BCE. Alors évidemment, l'Ukraine fait du bruit et les Femen réagissent. Elles ont uriné sur la photo du président ukrainien. C'est bizarre, hein, les happenings des Femen, c'est quelque chose, ça devient un mix entre la FIAC, Michael Youn et une visite médicale. Sexe. En matière de passé sexuel, les hommes déplorent les occasions manquées et les femmes les expériences décevantes. C'est tellement vrai. Je me souviendrai toujours de ce moment où elle a claqué la porte quand j'ai fait rentrer l'âne dans la chambre. J'ai compris. Art. Le chanteur M a fait une prestation dans le métro à Paris. Alors, je ne veux pas juger, mais je trouve que ce n'est pas la manière la plus futée de se faire du fric au black. Bon, le côté positif, ça va peut-être donner des idées aux enfoirés. Ah, ce serait une bonne idée, hein, les enfoirés dans le métro, surtout sur les rails. Ce serait vraiment... Non, mais pas vous. Enfin, non, vous êtes un peu à part dans les enfoirés. Vous êtes le seul qui arrivait à vivre de votre métier. Bonne nouvelle. Alors, ouais, ce soir, il y a 2 grosses soirées, Miss France ou Téléthon. C'est pas par machisme, je préfère Miss France. C'est quand même plus facile de s'attacher à des personnes dont on est à peu près sûr qu'elles passeront l'hiver et qui, pour les plus talentueuses, finiront peut-être dans un porno. Ouais. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine et d'ici là, demain, à 15h, sur Canal et bien sûr, sur canalplus.fr.
terriens. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Éric Schneider, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes né le 15 novembre 1970 à Carvin, dans le Pas-de-Calais. Votre père d'origine allemande travaille dans la police nationale et votre mère d'origine polonaise est femme au foyer. Vous avez 1 an quand vos parents déménagent à Paris et à l'école, vous êtes très mauvais élève. Oui. À 16 ans, vous décidez de devenir pâtissier, sans conviction, vraiment. Mais à 18 ans, vous décrochez quand même un CAP. Je deviens ouvrier et tout se passe bien. Alors, votre truc à vous, c'est le sport, hein? Tout à fait. Vous commencez avec le foot. Oui. Ensuite, vous passez au basket. Oui, au basket sans club. Ouais. Le but, c'est de trouver minimum 3 copains. Ouais. On fait des 2 contre 2, ce qu'on appelle le streetball, et puis on passe des après-midi à jouer, et... tout simplement. Alors, à 18 ans, vous sentez le roi du monde, hein. Tout va bien, vous avez une petite moto. Une 50 XP LC. Oh là là là. Ouais. Ouais. Et un jour, vous allez faire vos courses dans un supermarché à Boulogne, sur votre petit bolide, et entre 2 rayons, vous croisez une jeune fille qui s'appelle Laure, et là, c'est le coup de foudre, hein. Oui, ça fait 24 ans, je crois qu'on reste ensemble. Ouais. Donc c'est vraiment un coup de foudre. Je crois que c'est pire que ça. Mais... Ouais. Ouais, c'est un coup de massue. C'était la bonne. C'était la bonne. Alors, vous installez tous les deux dans une chambre de 15 mètres carrés à Neuilly. Ensuite, appartement à Clamart. Vous trouvez un nouvel emploi de pâtissier. Vous faites un enfant, Oui. Jordan. Et là, au mois d'avril 1998, vous ressentez une immense fatigue. Alors, comme à l'époque, vous travaillez la nuit, vous mettez ça sur le compte de vos horaires. Tout à fait. Je suis dans un état de très, très grosse fatigue. Ouais. Oui, parce que par exemple, pour aller chercher votre fils à l'école, d'habitude, il vous faut 5 minutes. Là, il vous faut 25 minutes. Oui, 20-25 minutes à Ouais, peu près. ouais, ouais. Très fatigué. Ouais. Alors finalement, devant l'insistance de votre femme, vous allez aux urgences, vous dites pour lui faire plaisir, hein, vraiment. Prise de sang, radio des poumons, petite tache sur le poumon. Tout Et à tout le fait. monde pense à une tuberculose, jusqu'au jour où on vous fait une biopsie, et là, c'est cancer du poumon. Oui, au départ, on annonçait à ma femme entre 2 couloirs. Oui, il dit, c'est ce qu'il a, votre mari, non? C'est évident, il a un cancer. Ouais, bon. Et ensuite, on me transfère directement à Gustave Roussy. C'est le premier centre européen de cancérologie. Là, le problème, c'est que vous avez contracté un staphylocoque doré, et il faut le détruire avant de commencer le traitement. Donc pendant 10 jours, on vous soigne le staphylocoque doré, mais pendant ce temps-là, la tumeur grossit à vue d'œil. Je marche, je suis à peu près en forme, on va dire, à peu près. Mais je ne comprends pas pourquoi on me met en réanimation. En fin de compte, les médecins avaient tout anticipé. Alors, les médecins les plus optimistes à l'époque vous donnent 3 mois d'espérance de vie. À moi, non, on ne me le dit pas. Très franchement, on ne me le dit pas. Ma femme me rend visite 2 fois par jour. Elle a un courage exceptionnel. Et entre la visite du matin et du soir, on lui annonce qu'il me reste 3 mois d'espérance de vie. Forcément, elle ne me dit rien, elle garde le sourire. Chaque visite est faite avec le sourire, comme si tout allait bien, pratiquement. Ouais, 3 mois, il vous reste à ce moment-là. Alors, finalement, le staphylocoque doré est éradiqué, la chimio commence, et là, évidemment, en premier cycle, vous ne perdez pas vos cheveux, vous êtes contente. Je suis un petit con à l'époque, quoi, tout simplement. Et l'humilité, franchement, je n'en ai pas beaucoup. Et je vois les aides-soignants, je leur dis, vous voyez, votre chimio, franchement, la première cure, facile, même les cheveux ne tombent pas avec moi. Ouais. Ça s'avère être autrement après. Deuxième cycle, vous les perdez partout. Tout à fait. Vous perdez 22 kilos quand même. Hein. Ouais. Et là, dans vos délires morphiniques, parce qu'on vous donne de la morphine, évidemment. Je suis shooté à la morphine. Vous mélangez l'hôpital, la prison, enfin, vous ne savez plus du tout où vous êtes. Hein. On mélange tout. Ouais. Gustave Roussy me sauve de 3 arrêts cardiaques. Il me réanime à chaque fois. Ensuite, je fais une embolie cérébrale, c'est-à-dire un caillot de sang qui monte au cerveau, et je deviens paralysé de tout le côté droit. Grâce à leur soutien, je garde espoir. Très franchement, le mérite vient aux gens qui m'ont sauvé et surtout à mon épouse. Ouais. Alors, finalement, bon, les contrôles finissent par être OK, vous remettez au sport, pas au basket, hein, au jogging. Non, tout simplement, le basketball, on reçoit des coups de coude sur le thorax, sur les dents, donc on évite. C'est pas possible. Alors, avec le jogging, vous commencez à récupérer et vous finissez par participer au semi-marathon de Boulogne, 21 km. Hein. Ça a été un plaisir immense. Je ne peux pas vous le décrire. C'est
un sentiment de liberté impressionnant. Quand vous arrivez au bout du marathon, vous êtes en pleurs quand même, hein, c'est super dur. Oui, très franchement, oui. Ouais. Alors là, vous décidez avec votre femme de vous installer dans le Midi, au soleil avant la retraite, ce qui n'est pas con. Oui, après, j'ai connu à l'époque déjà tellement de gens rêver d'une vie qu'ils ne prennent pas en main. Ouais. On rêve du soleil, si je peux, je ferai. Honnêtement, il faut vivre sa vie, quoi. Après ce qui vous est arrivé, vous voulez vivre votre vie. Vous vous fixez dans un petit village provençal, à 35 km de Marseille. C'est Émereuil. Et bientôt, vous faites un vrai marathon, 42 km. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Ouais. Mais je me suis lancé un défi de plus. Je me suis dit, après 10 mois de rééducation, tu as réussi à courir un semi. Tout le monde te parle de marathon. Allez, il faut essayer. Au moins une fois dans sa vie, essaye de courir un marathon. 42 km quand même. Et bientôt, vous faites un nouvel enfant, Théo. Oui. Alors l'enfant est très sensible, très émotif. Quand on le gronde, il reste figé. Et à l'époque, vous ne savez pas en fait qu'il s'agit des prémices d'une crise d'épilepsie. Ah, si j'avais su. Si j'avais su. Il rentre de l'école avec une bosse au-dessus de l'oreille. Comme tout enfant de 3 ans, il est en école maternelle, on se dit qu'il a reçu un coup. Et il est très sensible, donc à chaque fois qu'on le gronde, je suis vraiment un papa poule, je le gronde très rarement. Et à chaque fois que je le gronde, vu qu'il est émotif, il reste souvent figé, avec les yeux un peu droits, fixes. Tous les médecins me disent, après coup, c'est évident, c'était des crises d'épilepsie, mais quand on est parent... Sur le moment, on ne sait pas, bien sûr. Enfin, bientôt, il est en proie à des crises de convulsions. Tout à fait. Alors vous l'amenez à l'hôpital et là, deuxième coup de massue, Théo a une tumeur au cerveau. Là, c'est vraiment un coup de massue. Ah, c'est hard. J'aurais préféré, mais la vie est ainsi faite, re-signer 2, 3, 4 fois le cancer pour ma petite personne. Un enfant malade, il n'y a rien de plus terrible, très honnêtement. Alors l'opération de Théo va durer 7 heures. Le chirurgien de l'hôpital de la Timone à Marseille enlève la tumeur, mais quand vous lui parlez de risque de récidive, vous découvrez qu'en fait, il n'en sait rien. Et là, à nouveau, vous vous tournez vers l'hôpital Gustave-Roussy à Villejuif. Et quand vous arrivez avec Théo à Gustave-Roussy, on vous dit il faut tout de suite réopérer. C'est tout à fait ça. Et ça sera fait avec succès. Oui. Voilà. Alors, l'hôpital Gustave-Roussy vous a sauvé la vie, ainsi que celle de votre fils. Alors, pour leur rendre hommage et les remercier, Eric, à partir du 18 avril 2014, vous allez courir de Marseille à Villejuif, où vous arriverez le 8 mai. Vous allez faire un marathon par jour, 42 km par jour, 6 jours sur 7. Oui. Ça fait quand même 757 km en courant. Ce que je veux vous dire, Thierry, c'est que l'aventure humaine est plus importante que le défi sportif. Souvent, le chemin est bien plus beau que la destination. Alors, l'argent récolté sur votre parcours sera donné à Gustave-Roussy, évidemment. Pour le moment, il vous manque juste un partenaire pour un camping-car, quoi. Oui, bien entendu, et j'insiste là-dessus, je n'ai pas créé d'association. Tous les dons vont directement au premier centre européen de cancérologie. J'insiste lourdement, ni gloire ni argent, j'en ai pas besoin, très franchement. Alors, est-ce que vous auriez un mot pour les toubibs et les infirmières de Gustave-Roussy? Parce que quand on va à l'hôpital, on se rend compte à quel point ces gens-là sont extraordinaires. Moi, les infirmières, je les appelais à l'époque mes anges blancs. Un mot pour Laure? Laure, c'est... J'ai fait une grande rencontre dans ma vie, c'est elle. Et puis il y a Jordan et Théo. Viens Théo. Viens Théo, viens. Mets-toi sur les genoux de papa, Théo. Merci Jordan, merci beaucoup. Ça va? Alors, Gustave Roussy m'a permis de sauver ma vie, ensuite de m'offrir vraiment une seconde vie. Moi, tout ce que je vis, je fais du sursis depuis bientôt 15 ans. Ouais. En gros, je fais du rab. Donc, tout ce que j'ai fait ensuite est, à mes yeux, extraordinaire. Ça peut paraître prétentieux, mais j'ai un fils extraordinaire, une famille extraordinaire, et franchement, j'essaye de rendre service aux gens, c'est-à-dire j'essaye de collecter des dons. Pour rendre ce qu'on vous a donné. Et on m'a donné tellement. Merci de votre témoignage, Eric. Salut Théo, ça va? Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Camille Cotin,
la connasse du Bifort de Thomas Touroud. Et puis le fils du comique au Théâtre Saint-Georges, de et avec Palmade. Pascal Obispo. L'album s'appelle Le Grand Amour et le single d'un Ave Maria. Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire. Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei, Brigade des Mœurs. Ça commence jeudi 12. Hein, et d'ici là, évidemment, les 12 coups de midi. Alexis Corbière, du Parti de gauche. Éric Schneider, merci de votre témoignage. N'oubliez pas, le sac à sapin d'handicap international, ça ne coûte que 5 € et vous faites du bien. Et je vais vous montrer un bouquin écrit par un des auteurs de Salut les Terriens, mon ami Stéphane Ribeiro. C'est vraiment drôle. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko et Gaspard Proust. Salut les Terriens. Wipe the tears down from your southern eyes. They say Mandela's free, so step outside. Oh, Mandela Day. Ooh, Mandela's free. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.